Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à l'édition du soir sur la télévision du Monde. Une édition que nous ouvrons par ces travaux de la session parlementaire du mois de novembre. Une session essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi de finances pour l'exercice 2021. Les députés sont justement en travaux et en conclave au Palais des Congrès de Yaoundé. Occasion au lendemain de la présentation de politique économique générale de recevoir les membres du gouvernement. Parmi les premiers à avoir défendu leur enveloppe budgétaire devant les membres de la Commission des finances, Louis-Paul Motazé des finances et Paul Atangandi de l'administration territoriale. Devant les membres de la Chambre basse du Parlement, le ministre des Finances, au lendemain de la présentation de politique générale et du projet de loi de finances 2021, est revenu sur les entraves du budget de l'exercice 2020. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Vous le savez, il y a quelque chose de la crise du coronavirus qui est venue s'ajouter aux crises qui prévalaient déjà dans le pays et qui a compliqué la tâche. À la suite du Premier ministre chef du gouvernement qui s'est voulu optimiste, Louis-Paul Motazé, dans la défense de son budget pour l'exercice 2021, a également marqué le même enthousiasme, chose qui n'a pas laissé indifférent les élus de la nation. Lorsque la loi de finances rectificative a été prise, nous avons noté dans la suite des choses que les recettes ne se comportaient pas aussi mal qu'on le craignait. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu une petite évolution à la hausse et c'est ce qui nous a permis de dire que si cette tendance se poursuit en 2021 et notamment si les conditions s'améliorent, notamment les conditions sanitaires, nous pensons que nous ne sommes pas suffisamment optimistes et que l'objectif peut être atteint. Donc en ce qui concerne le budget 2021, nous pensons qu'il faut être réaliste. Nous sommes sur la bonne voie et nous pensons que ce budget, les réalisations seront au rendez-vous. Cependant, le ministre des Finances, comme le souhaite le document de stratégie pour la croissance et l'emploi et de politique générale pour l'exercice 2021, n'a pas manqué devant les députés de repréciser les priorités du gouvernement. L'activité peut reprendre. L'activité peut reprendre dont les conditions sont réunies pour qu'il y ait une relance de l'activité. Première chose. Deuxième chose, le gouvernement a été assez volontariste. Nous avons présenté un projet de budget où il n'y a pratiquement pas d'impôts nouveaux. Il n'y a pratiquement pas d'impôts nouveaux, c'est-à-dire que nous voulons donner un ballon d'oxygène au secteur privé, aux entreprises pour relancer l'activité. Il y a plutôt ce qu'on appelle des dépenses fiscales, c'est-à-dire des choses qu'on réduit pour leur permettre de continuer. Les seuls cas où il y a eu des impôts nouveaux, c'est parce que nous voulons mettre en place ce que nous appelons la politique d'import-substitution. C'est-à-dire par exemple en matière de bois, si je prends un exemple. Si nous voulons que les artisans locaux commencent à utiliser, à transformer le bois localement, il faut leur en donner les moyens, mais il faut également décourager l'importation des ouvrages en bois. Comme l'argentier national, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a également défendu son enveloppe budgétaire pour l'exercice 2021 face aux membres de la Chambre basse du Parlement. Estimé à plus de 34 milliards de francs CFA, les priorités de ce département ministériel portent essentiellement sur la protection des hommes et des biens. La première priorité, c'est la protection des personnes et des biens et le maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, nous allons monter d'un cran, mais les populations souhaiteraient avoir davantage de garanties et qu'elles sont bien sécurisées. Et je crois que l'enveloppe budgétaire, n'est-ce pas, dotée par le chef de l'État, a pour but de nous amener à faire le travail que nous devons faire. Nous avons également l'amélioration des conditions de vie des autorités administratives. Donc, malgré les difficultés, nous allons de manière progressive régler les problèmes qui concernent les autorités administratives. Il y a maintenant la protection civile. Vous savez, la gestion des catastrophes. Il y a le changement climatique qui entraîne les inondations, qui entraîne des catastrophes. Le chef de l'État nous a instruit d'avoir un mécanisme fiable qui nous permet, dans un délai de 24-48 heures,
d'être en mesure de porter secours aux populations en détresse après des catastrophes. Place désormais au balai des membres du gouvernement pour la défense des intérêts de chaque département ministériel au lendemain de l'annonce faite par le Premier ministre, chef du gouvernement, du projet de loi de l'exercice 2021, estimé à plus de 4 850 milliards de francs CFA. Et puis en rapport avec ce bal des membres du gouvernement devant les membres de la Chambre basse du Parlement, précisons que ce samedi, 7 ministres étaient attendus devant les députés. Au premier rang de ces ministres, le ministre d'État en charge du tourisme et des loisirs, Maïgari Bello-Bouba, qui est donc allé défendre l'enveloppe budgétaire de son département ministériel. Nous restons à Yaoundé, notamment pour parler de cette descente sur le terrain du ministre de l'Habitat et de développement urbain, Célestine Ketchakoutes, poursuit son périple d'évaluation et de mise en œuvre des recommandations du chef d'État pour ce qui est de l'amélioration du cadre de vie des populations à travers les chantiers en cours de réalisation. Elle se félicite des bons points engrangés par les entreprises qui ont exécuté à juste et à bon titre les chantiers confiés, mais tout de même, Célestine Ketchakoutes a tenu la dragée haute pour par ailleurs lancer le concours national de la ville propre et précisément pour ce qui est de la région du centre. Reportage. Sam Menima dans le sud, la tournée de visite de travail des chantiers de l'amélioration de la mobilité urbaine a été la seconde étape de la tournée nationale de Célestine Ketchakoutes, ministre de l'Habitat et du développement urbain lancée à Yaoundé il y a quelque temps, en cette veille de la tenue au Cameroun du championnat d'Afrique des nations de football en janvier 2021. Et Sam Menima plus que les autres, sur le plan touristique, accueillera certainement des visiteurs et le Minji en est assez conscient, d'où la descente sur le terrain pour apprécier et évaluer l'évolution des travaux initiés à cet effet et lancer en même temps le concours national de ville propre sur le plan régional. Donc nous sommes venus commencer le lancement national que nous avons lancé en marge de la JMH à Douala, commencer le lancement au niveau des régions dans le sud. Donc nous allons continuer sur Ebolova pour voir les chantiers réalisés à Ebolova, mais cet après-midi, lancer la campagne nationale des villes propres du Cameroun. Dans son périple, Hassan Menima, applaudi par la population de voir l'amélioration de l'aménagement de la mobilité urbaine, Célestine Ketchakoutes a eu un double sentiment. Satisfaction totale pour les chantiers achevés. Satisfaction mitigée pour ceux qui restent achevés. Et donc, urgence pour les entreprises qui ont été notifiées de continuer de le faire sans délai. Cependant, ceux qui sont encore en cours méritent d'être adressés très rapidement, notamment les voies jugées prioritaires par le maire de Sam Menima et bien sûr les voies que nous avons visitées qui font partir de la phase 2 du marché d'Arab Contractor. Donc nous sommes venus constater de nous-mêmes ce qui a été fait par rapport au marché de 2019 et 2020. Après ce séjour de quelques heures à Sam Menima, la caravane du Minju s'est débranlée pour le chef-lieu de la région du Sud et Broa pour le lancement officiel du concours national de ville propre. Nous parlons de toute autre chose, et notamment des infrastructures routières pour lesquelles le gouvernement de la République veut voir une meilleure implication des acteurs du secteur privé. C'est du moins l'essentiel de la concertation tenue à Douala entre les acteurs du mouvement interpatronal du Cameroun et le ministre des Travaux publics Emmanuel Gano Djoumessi. Une concertation qui avait pour point d'orgue l'apport du secteur privé dans le développement et la durabilité des infrastructures routières. Le point dans ce reportage. Assurément pas l'élimination. Autour d'Emmanuel Ganou Djoumessi, le ministre des Travaux publics, le lac national du génie civil, le parc national du matériel du génie civil.
routes en terre, que nous puissions les stabiliser d'une part, et que d'autre part le secteur privé s'organise aussi pour que nous puissions trouver une sorte de substitut de bitume pour continuer à revêtir nos routes. Durant les échanges qui ont porté sur la mise en œuvre d'une stratégie d'accroissement du linéaire des routes construites et l'entretien de celles déjà existantes à travers les innovations en matière de revêtement des chaussées, il s'est agi pour le membre du gouvernement d'amener à terme les membres du secteur privé à investir dans les routes à travers des partenariats publics-privés et à participer à la commande publique avec des entreprises catégorisées. En fonction de la source de financement. Quand nous avons un financement conjoint que nous partageons donc avec un partenaire étranger, ce sont les règles de ce partenaire qui prévalent dans le choix du partenaire technique qui doit réaliser l'infrastructure. Ce que nous faisons dans ce cas-là, c'est que le co-contractant qui sera choisi, conformément à ces règles, puisse à tout le moins travailler avec des entreprises camerounaises en matière de sous-traitance. Et nous insistons là-dessus, nous avons une quantité de sous-traitance minimale qu'il faut réaliser. Quand il s'agit d'un financement interne, ma foi, la préférence nationale s'exerce. Vous n'avez qu'à voir la mobilisation des entreprises de travaux publics et qui sont des entreprises nationales qui travaillent sur les axes routiers financés par le gouvernement. Les opérateurs économiques sont satisfaits. Le ministre a expliqué un certain nombre de choses, il nous a clarifié dans un certain nombre de choses, mais on attend aussi beaucoup de gouvernement dans d'autres choses, améliorer le délai de paiement, des prestations, améliorer la sous-traitance, la politique de la sous-traitance et la co-traitance, améliorer l'environnement de marché public, la catégorisation des entreprises. Un bel échange ensemble qui annonce peut-être des lendemains meilleurs dans le secteur des infrastructures routières où les entreprises membres du GICAM évoluent déjà malgré les nombreuses difficultés rencontrées sur le terrain, difficultés que l'État entend résorber pour attirer le maximum d'entreprises du secteur privé national à même de compétir avec les autres internationales dans le secteur de la construction des routes. Nous restons dans le secteur des routes et nous parlons notamment des transporteurs des marchandises par route. Ces derniers ont brandi un débrayage sur l'ensemble du triangle national, mais bien au-delà, dans la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et même mon État de l'Afrique centrale, la CEMAC, aujourd'hui, ces transporteurs ont levé le 10 mots d'ordre de grève. Il n'en sera rien. Aucun mouvement d'humain est donc annoncé encore sur la CEMAC dans les tout prochains jours. Ces acteurs envisagent plutôt de redorer leur blason et invitent les États à tout mettre en œuvre pour faciliter la circulation du transport des marchandises par route sur la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Reportage. Le secteur du transport terrestre des marchandises se porte mal dans la sous-région Afrique centrale. Face à ce qui est désormais considéré comme l'asphyxie de ce secteur, les acteurs du transport des marchandises par route ont brandi la menace d'un débrayage dans la sous-région Afrique centrale. Seulement au regard des enjeux, ces acteurs réunis à Douala renoncent à tout mouvement d'humeur. Ce n'est pas une menace de grève, il s'agit en fait d'une expression, c'est-à-dire que l'activité ne tourne pas comme elle devrait se tourner. Si vous n'arrivez pas à rentabiliser votre investissement, vous êtes mort de fait. Donc ce n'est pas une grève, mais ce sont des réalités qui devraient être comprises, notamment par les CAD, c'est-à-dire les commissionnaires en douane agréés, qui eux négocient les prix à l'extérieur auprès de tous les bailleurs de fret. Et ils doivent se dire qu'en réalité, il est question d'accompagner la sous-région, d'accompagner les transporteurs camerounais, centrafricains et pourquoi pas tchadiens, pour que nous tous, nous essayons de faire face à la réalité.
Une renonciation qui n'empêche pas à ces acteurs du transport des marchandises par route de reposer sur la table du débat les nombreux problèmes qui minent leur activité. Nous avons d'abord le problème du prix, parce que le prix du transport qui est pratiqué ne respecte pas le prix plancher. Le prix est inférieur au prix plancher parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires dans ce secteur. Ça fait que le prix reçu par le transporteur est nettement inférieur au prix qui devait lui être payé et ça ne lui permet pas d'entretenir son véhicule et de renouveler son parc automobile. Et le second problème que le transporteur aussi a évoqué, c'est la disponibilité des balises. Parce que après le chargement, les transporteurs, les véhicules peuvent être immobilisés une dizaine de jours en attente de la disponibilité des balises. Malgré ces problèmes, auxquels s'ajoute celui des infrastructures routières et du matériel roulant, la rencontre de Douala a aussi permis, à la suite de l'évaluation faite sur le terrain, de proposer quelques pistes de solutions pour améliorer les rotations dans les corridors Douala-Bangui, N'Djamena, Libreville, Brazzaville et Malabo. Donc ce tarif consensuellement arrêté a quand même une date butoir. On a dit qu'à partir du 1er janvier 2021, il faudrait que tout le monde soit arrimé à ce nouvel environnement économique qui permettra au niveau de la sous-région de booster l'économie de cette sous-région. Nous allons faire appliquer ce prix à partir du 1er janvier 2021 pour effectivement nous permettre de trouver un nouveau souffle. Vers les pays de la CEMAC, un total cumulé de 23 414 407 tonnes de marchandises pour 948 814 mouvements de véhicules que ces acteurs du transport des marchandises par route entendent dépasser dans les jours à venir, c'est seulement si la réglementation communautaire en vigueur est appliquée. Toujours à Douala, les acteurs de la société civile se concertent. Ces derniers appellent les pouvoirs publics à plus de considération, davantage. Il est question de mettre hors d'état de nuit tous ces maux qui minent la société camerounaise afin de la rendre plus performante pour les générations à venir. Reportage. Les libertés publiques seraient en net recul au Cameroun. Le constat est fait par les organisations de la société civile regroupées au sein de la plateforme multi-acteurs. De plus en plus, il y a une recrudescence de violences et de violations de libertés publiques qui se caractérise aussi par le rétrécissement de l'espace civique. Et c'est même, on ne s'est pas encore rendu compte de la gravité même de la situation parce que des Camerounais se sont battus dans les années 90 et ont obtenu qu'on ait des lois sur les libertés publiques avec la Constitution de 96. Alors, on ne réalise pas qu'il y a une disposition aujourd'hui qui est maintenue dans le code pénal qui considère qu'un regroupement de 5 personnes peut être considéré comme, n'est-ce pas, un regroupement subversif. Ces organisations de la société civile déplorent et dénoncent aussi la violence verbale, le repli identitaire et bien d'autres mots qui minent la société camerounaise depuis quelque temps. On a déjà eu à Douala des affrontements communautaires. On a déjà eu des communautés qui se sont affrontées violemment, vous le savez ici à Douala. Et au-delà des affrontements physiques, nous avons des affrontements verbaux, n'est-ce pas, qui se retrouvent dans les médias, où on voit des gens se battre, discuter sur la base tribale. Et ça ne nous aide pas à construire une société, une cité citoyenne. À ces problèmes, il faut ajouter d'autres conjoncturels et structurels, notamment les problèmes d'enfants face, les ménages au quotidien. Aujourd'hui, la question énergétique a été quelque chose de très important où tous les acteurs l'ont identifié comme étant un problème qui peut apporter des troubles au sein de notre société.
Face à ces dérives qui mettent en mal le vécu des populations dans les cités et villages du Cameroun, la société civile s'organise et se positionne en force de proposition pour inverser la tendance. Et nous voulons aussi par là prouver qu'il est possible de se parler. Les acteurs de la société civile, les autorités administratives, religieuses, judiciaires, les élus locaux, nous pouvons nous asseoir autour d'une table et parler, et ceci va prévenir beaucoup de problèmes que nous vivons au quotidien. Une preuve qu'on peut réussir à les mettre ensemble, à empêcher qu'ils ne se voient comme des ennemis, comme vous l'avez tantôt dit, et comprendre plutôt que tout le monde recherche le bien-être commun. Nous voulons que la région littorale donne l'exemple de ce que nous sommes capables de résoudre tous les problèmes par le dialogue. On n'a pas besoin forcément de la violence pour résoudre les problèmes. Multiplier les phases de sensibilisation, les causeries éducatives, mais davantage collaborer avec les acteurs étatiques pour une prise en compte des propositions de la société civile. Tel est le but de cette concertation de la plateforme multi-acteurs qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Nous parlons également des élections régionales prévues le 6 décembre 2020 prochain. Et en rapport avec ces régionales, la campagne bat son plein sur le terrain. La première semaine de cette campagne s'achève ce samedi, plus qu'une semaine avant l'élection ou le scrutin à proprement parler. Mais seulement la question du financement de la campagne de ces régionales semble faire rage sur le terrain. Le commandement traditionnel n'a pas été prise en compte. C'est la querelle qui meuble le quotidien et l'actualité, mais pourtant les acteurs du commandement traditionnel estiment que ces derniers ne devraient pas bénéficier du financement public pour leur campagne. Ils devraient eux-mêmes mettre en œuvre des actions et des stratégies, même des mécanismes pour financer leur campagne et ainsi obtenir le suffrage de leur père lors du scrutin du 6 décembre 2020 prochain. Ils font partie du processus électoral du 6 décembre 2020 prochain pour la mise en place des régions. Seulement, les acteurs du commandement traditionnel s'offusquent et peut-être à juste titre de n'avoir pas été pris en compte dans le financement public de la campagne électorale en vue des élections régionales à venir. Le financement de la campagne au Cameroun cette question est traitée dans une loi. Une loi, je le dis de mémoire, qui porte sur le financement des partis politiques et des campagnes. Alors, les chefs traditionnels ne sont pas un parti politique. Donc, cette loi ne les concerne pas. Maintenant, on parle de financement des campagnes. Mais il faut bien comprendre que dans notre environnement, quand on parle de financement des campagnes, c'est encore sous-entendu les campagnes des partis politiques. Puisque si vous voyez comment cet argent est réparti avant et après les élections, c'est les partis qui y vont. Donc, avec le cadre législatif, avec le cadre actuel normatif, je ne vois pas comment on aurait financé la campagne du commandement traditionnel. Et alors que la campagne électorale en vue de ces régionales bat son plein sur le terrain et au plus fort du courroux des acteurs du commandement traditionnel, certains d'entre eux estiment que tout aménagement du texte concourant à financer la campagne des acteurs du commandement traditionnel apportera plus de problèmes que de solutions. Au jour d'aujourd'hui, pour moi, c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas eu ce financement parce que la loi ne l'a pas prévu. Est-ce qu'il faut qu'on fasse évoluer la loi pour intégrer? Je vais vous le dire immédiatement, je ne suis pas favorable à cela. Vous savez, les chefs qui sont candidats ne constituent pas un groupe. Les listes, il faut bien comprendre le mécanisme de candidature au niveau du commandement traditionnel. 3 chefs, 4, 5 selon le nombre de postes se retrouvent et forment une liste. Rien ne les unit en dehors du fait d'être tous chefs traditionnels et de s'être mis d'accord pour constituer une liste. À partir de là, ça devient difficile. Ça devient difficile de financer ce genre de groupement. En plus, je pense donc qu'il ne faudrait pas que les chefs, d'abord pour leur honneur, mais aussi pour la praticabilité, ça va être très difficile à gérer, ça va peut-être avoir l'effet multiplicateur de candidatures. Parce que nous sommes dans un contexte où, évidemment, si chacun sait qu'il peut avoir pour une élection quelques centaines de milliers de francs, beaucoup vont se mettre en groupe pour construire des listes. Je pense que ce ne serait pas bon pour notre image. Je pense que ça va complètement polluer cette élection. D'ailleurs, on voit déjà comment la campagne se déroule.
Ça vole pas très haut dans certaines circonscriptions. Il ne serait pas souhaitable qu'on y ajoute encore des problèmes d'argent. De son point de vue, d'autres mécanismes devraient être mis en place pour accompagner les acteurs du commandement traditionnel dans la campagne en vue des régionales aujourd'hui et dans les années à venir. Le chef qui s'engage à être candidat doit avoir le soutien de sa communauté et ça devrait suffire pour qu'il fasse campagne. Donc si sur une liste de 5, chacun a le soutien de sa communauté, chacun a le soutien des amis, chacun a le soutien des chefs qui soutiennent la liste, ça devrait suffire. En attendant peut-être un aménagement de la loi en la matière, les chefs traditionnels se battent comme ils peuvent pour battre campagne sur le terrain. Nous parlons également de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Le docteur Linda Isso était face aux hommes et femmes de médias dans la capitale politique du Cameroun. Occasion pour cet acteur et sous-directeur de lutte contre les épidémies et les pandémies au ministère de la Santé publique de revenir sur la stratégie mise en route par le gouvernement de la République. Point focal ce soir, la région du sud du Cameroun qui serait l'une des moins impactées par la pandémie Covid-19. La décentralisation de la riposte et la collaboration multisectorielle nous a permis de mener des interventions adaptées à chacune de nos 10 régions, d'obtenir des résultats confortables que nous devons absolument préserver en cette période de relance socio-économique où l'on observe une augmentation du nombre de cas positifs. À cet effet, les coordonnateurs régionaux, à savoir les gouverneurs des régions et les délégués régionaux de la santé publique, continuent de veiller au suivi et évaluation de la mise en œuvre des protocoles sanitaires encadrant la reprise des activités. S'agissant précisément de la région du Sud qui nous intéresse ce soir, elle est la 4e région la moins affectée du pays. La situation épidémiologique globale, en date du 27 novembre 2020, y fait état d'un cumul de 682 cas positifs, 15 décès et 642 personnes guéries, pour un taux de létalité de 2,2%. 67 agents de santé et 5 femmes enceintes ont été touchés dans la région du Sud. Les activités menées dans les établissements scolaires ont permis de dépister 2949 enseignants, dont 4 ont été positifs et pris en charge. Nous devons continuer de faire preuve de civisme et de solidarité en persévérant dans l'observance des mesures édictées par le gouvernement et l'OMS, à savoir se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre coulante et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir jetable lorsqu'on tousse ou éternue, ou utiliser le pli du coude. Éviter tout contact étroit avec toute personne présentant des symptômes de la grippe. Maintenir une distanciation physique d'au moins 1,5 m. Surtout, portez un masque si vous vous rendez dans un lieu public. Hors nos frontières, nous nous rendons en Libye où il est question de la fin des hostilités et pour l'instant, intéressons-nous davantage au retour des déplacés. Munitions comme s'il en pleuvait. À Tripoli, la guerre est officiellement terminée, mais les traces des affrontements sont partout, jusque sur les murs de la maison de Mohamed Bouzid. Avec sa famille, il est rentré après le cessez-le-feu, mais de ces terres, il ne reste plus grand-chose. Avant, c'était tout vert ici. Nous voulions toujours nous asseoir ici. Au milieu de la journée, mon père, ma mère et moi, nous nous asseyions, buvions du thé et profitions de la vue sur nos récoltes en regardant les fruits et les citrons. À 45 ans, Mohamed Bouzid doit repartir de zéro. Les premières récoltes ne seront pas prêtes avant plusieurs mois. Il faut des années entières pour tout faire repousser. Nous sommes de retour depuis 4 mois, on arrose ces arbres depuis la fin de la guerre. Nous continuons aussi à réparer les choses dans la maison. Ça demande tellement d'efforts. Personne n'est venu ici et nous a offert de nous aider. Pas d'aide non plus à l'est, à Benghazi. La deuxième ville du pays est défigurée par ces années de guerre. Nassira est revenu, mais ce retour est amer, pas d'eau, pas d'électricité, et dans les rues, des mines antipersonnelles. C'est une sensation agréable d'être dans son quartier. Mais nous sommes revenus et avons trouvé que tout était sans vie.
Nous sommes également inquiets pour les mines antipersonnelles. Un peu comme si en Libye, la guerre continuait après la guerre, en espérant cette fois que les armes se taisent pour de bon. Et puis toujours à l'international, mais cette fois-ci en France, des milliers de Français sont descendus dans la rue contre la loi sur la sécurité globale. La foule est si nombreuse qu'il est impossible de déterminer le début et la fin du cortège. À Paris, la place de la République et ses boulevards alentours sont noirs de monde. Une telle loi nuirait vraiment à la bonne réputation de ce beau pays qu'est la France, que je respecte, que j'aime tant. Citoyens, personnalités politiques mais aussi journalistes, ils sont des dizaines de milliers dans les rues de Paris et des grandes villes de France pour dire non au projet de loi sécurité globale. Il n'y a qu'une réponse aujourd'hui pour apaiser le pays. Ce n'est pas seulement le retrait de l'article 24, c'est le retrait de cette loi. C'est le retrait de cette agression faite à nos libertés fondamentales. Ce fameux article 24 est le plus contesté. Il prévoit d'interdire la possibilité de filmer et de diffuser des images des forces de l'ordre. La tension autour de cette loi est montée d'un cran après la diffusion du passage à tabac par des policiers d'un producteur de musique dans son studio parisien. Pour ces nombreux détracteurs, cet article aurait pu coûter cher à la victime. Si cette loi s'appliquait aujourd'hui, est-ce que ces images, d'une part, auraient pu être prises et d'autre part, auraient pu être diffusées? Si elles n'avaient pas été diffusées, se serait-il passé quelque chose? Est-ce que la parole de Michel Zecler aurait pesé quoi que ce soit face à la parole des policiers qui, on le rappelle quand même, dans leur déposition, ont quand même enfilé les mensonges et ont prétendu qu'ils étaient les victimes dans cette histoire et lui l'agresseur? À Paris, quelques heures ont éclaté en marge du cortège et des dégradations ont été constatées, tout comme à Rennes. Madame, c'est la fin de cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Merci surtout de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir à toutes et à tous.